C'est dans le canton de Genève, troisième région viticole de Suisse, que l'on va tenter de comprendre pourquoi, pour faire du vin, il faut utiliser des produits phytosanitaires. Petit tour sur un coteau un peu particulier. Donc ici, on est sur le coteau de Bernay, à cheval sur Bernay et Lully, en fait, au domaine de la République et canton de Genève, un domaine de 6 hectares qui appartient à l'État de Genève. On travaille beaucoup avec la recherche agronomique, on a un rôle d'expérimentateur pour pouvoir être à l'écoute de nos collègues et pouvoir les seconder, les aider. Donc chaque année, on laisse un témoin non traité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune application de produit, que ce soit bio ou produit de synthèse. Ça permet de voir à quel moment les maladies attaquent la vigne, à quel moment on a la période la plus sensible. Donc voilà, la vigne dont je parlais tout à l'heure, cette fameuse vigne de chasse-là qui est témoin, donc on n'a eu aucun traitement pendant toute la saison. Donc là, on veut vraiment bien voir les ravages du mildiou. Il y a quelques grains qui ont survécu, un petit peu ici. Il y a des souches où il n'y a plus rien. On voit aussi au niveau du feuillage, toutes ces feuilles qui sont sèches comme ça c'est tout le mildiou qui a attaqué la feuille. Voilà, typiquement ici, pas de grappe, une ou deux ici. Et puis là, à partir de là, donc, on voit la vigne a été traitée, pour ce qui est le cas du domaine de l'État, avec un programme des produits homologués bio, mais l'effet serait le même avec des produits phytosanitaires de synthèse. Donc là, on voit, les grappes sont là. Il y a nettement moins, il y a un petit peu de maladies, mais quand même, là, on a une récolte qui assure la viabilité de l'exploitation. Et ceci est valable pour ce chasse-là, comme pour tous les autres cépages. La vigne, comme tout être vivant, est sujet à de multiples maladies. La vigne, elle est sensible à principalement trois maladies. Il y en a d'autres qui sont un petit peu moins, qui nous causent un peu moins de soucis, mais principalement le mildiou, l'oïdium et le botrytis, donc qui sont des champignons microscopiques, mais qui s'attaquent à la vigne. Donc là, on a des symptômes, année 2021, avec une forte pression mildiou. On voit tout ce feuillage qui a été abîmé, les grappes. Il n'y a pratiquement plus de grains qui sont vendangeables. Donc voilà. L'autre grand ennemi de la vigne, c'est l'oïdium. Il nécessite de nombreux traitements fongiques. Lui aussi assèche les grappes, mais en plus, il donne un très mauvais goût au vin. Reste encore comme maladie dévastatrice, juste avant la vendange, le botrytis ou pourriture grise. Le botrytis, c'est la pourriture comme les fruits, comme les pommes, comme les abricots qui pourrissent dans un plat. Donc à l'heure actuelle, on est encore dans un stade où la vigne n'est pas trop sensible, mais plus on va s'approcher des vendanges, plus le botrytis pourrait faire son apparition en fonction aussi du temps. La grande quantité des traitements de la vigne que l'on voit régulièrement en Suisse au printemps et en été est là pour combattre principalement ces trois maladies. Les domaines bio n'ont le droit d'utiliser que le cuivre et le soufre, tandis que les autres viticulteurs peuvent y ajouter de nombreuses molécules de synthèse. Mais la vigne a encore bien d'autres prédateurs. Une grande majorité du vignoble n'a plus vu d'insecticides depuis 25 à 30 ans à peu près. Depuis l'apparition des hormones, enfin des phéromones, c'est-à-dire que la recherche agronomique a constaté que le principal ennemi, c'est le ver de la grappe. Et puis, ce sont des femelles qui pondent des œufs. Et en fait, la recherche agronomique a remarqué que les femelles, pour attirer les mâles, produisaient une odeur qui attirait les mâles pour qu'il y ait fécondation. Donc voilà, on a ce qu'on appelle des diffuseurs. Ça s'appelle la lutte par confusion aussi, confusion sexuelle, c'est-à-dire qu'on remplit l'atmosphère de la vigne de ces odeurs qui fait que les mâles ne vont plus trouver les femelles. Donc il n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas de ponte et pas de larves, pas de vers. Reste encore un endroit très sensible, le cavaillon, c'est-à-dire le pied du cep. Alors, les herbicides, on essaye de les supprimer avec le travail du sol. Le but, c'est d'éviter la concurrence de la vigne pour éviter que l'herbe monte au niveau des raisins. Parce que, de nouveau, ça va faire écran au soleil, au vent et aux éventuels produits phytosanitaires qu'on utiliserait. Donc ça, c'est un défi relativement conséquent dans la viticulture, l'entretien de ce cavaillon.
Jusqu'à il y a quelques années, les conséquences négatives des traitements de la vigne étaient surtout liées aux questions environnementales ou à la santé des travailleurs de la viticulture. Mais depuis à peine une dizaine d'années, les choses ont véritablement changé. Une étude européenne menée sur 40 bouteilles de vin concluait à la présence de résidus de pesticides dans l'ensemble des vins conventionnels, c'est-à-dire non bio, testés. Nous en avions déjà parlé en 2008 donc, mais tout s'est emballé en 2 ou 3 ans. Les magazines d'information des consommateurs s'emparent du dossier et multiplient les tests, confirmant la présence de multiples résidus de pesticides. Vent de panique dans le monde du vin. Même les très officiels chimistes cantonaux arrivent au même constat. La quasi-totalité des vins analysés en dehors des bio ont des résidus. Surprise encore, les vins suisses sont ceux qui contiennent la plus grande diversité de molécules chimiques. Pour le milieu de la vigne en Suisse qui a longtemps surfé sur l'image de ces idylliques paysages, garant d'un terroir naturel, c'est un dégât d'image considérable. Un choc parce qu'ils n'avaient pas analysé les vins avant, ils avaient peur de s'y retrouver dans un magazine, d'un coup quasiment au pilori. Donc oui, ils étaient parfois presque terrorisés d'ouvrir ces magazines. Et puis là, c'était comme une onde de choc qui a fait qu'il fallait quand même changer quelque chose. À la fois, une possibilité, c'est effectivement de partir en bio. Et puis comme ça, il y a très peu de chances qu'on trouvera des résidus de pesticides dans les vins. D'autres ont commencé des stratégies justement de réduction de l'utilisation des pesticides encore plus ciblée. Et ça, ensemble avec des analyses qui ont été faites justement dans une plateforme collaborative dont on fait partie, pour justement faire une assurance qualité quelque part des vins, que ce soit pour les bio ou les conventionnels, pour regarder vraiment qu'est-ce qu'on y trouve afin de ne pas avoir de surprise et de honte quelque part devant le client. La filière a donc réagi. Sur la base du volontariat, 300 vins sont envoyés par des vignerons bio ou non bio afin d'être analysés. Résultat de cet échantillonnage assez large d'ici la fin de l'année. Seul biais à cette étude, ces vins ayant été analysés sur la base du volontariat, il sera difficile d'en tirer une conclusion véritablement exhaustive. En attendant ces résultats, À Bon Entendeur a voulu vérifier la teneur en pesticides des vins suisses. C'est le retour de nos tests que nous n'avions plus vus depuis longtemps et avec eux, le retour de Stéphane Fontanet. Bonsoir. Bonsoir Linda. Alors Stéphane, vous avez fait analyser 15 vins suisses, du blanc, du rouge, du rosé, des vins de grande cave, pas de vin bio. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que 13 sur 15 contiennent des pesticides, ça veut dire 86% du vin acheté. Ça rappelle un peu les chiffres des chimistes cantonaux de 2017 qui avaient trouvé 92% de vins qui étaient contaminés. Alors dans le détail, ce sont des fongicides, plus particulièrement du cyprodinyle, fludioxonyle, mandipropamide, phénexamide, phenpropidine, phosétylaluminium, iprovalicarbes, boscalide et phtalimide. Vous devez être fort au Scrabble, vous, Stéphane. En 2017, les chimistes avaient découvert de véritables cocktails de pesticides, jusqu'à 12 molécules dans une seule bouteille. Est-ce qu'on atteint encore des niveaux pareils ? Non, on s'arrête à 6 molécules dans la bouteille la plus contaminée. Oui, alors c'est beaucoup moins. On en parlera tout à l'heure avec notre invité. En attendant, on a tout de même fait un classement qui commence avec les vins les plus chargés et ça se passe du côté du Tessin. Oui, alors donc on parle bien de traces de molécules. Le plus chargé, c'est celui du Tessin, ce tessinois Roccolo, 6 fongicides. C'est un vin de l'année 2016. Ouais, et parmi ces 6 fongicides, il y a 2 produits qui ont, je cite, des propriétés indésirables pour la santé humaine et pour l'environnement, d'après les termes de la Confédération. Oui, avec 2 charmants noms, du cyprodinyle et du fludioxonyle. Mais ces substances, comme les autres fongicides trouvés dans ces vins, restent sous forme de traces. On va maintenant voir du côté de Genève. Oui, on trouve 5 traces dans un gamaret feuille d'or de la cave de Genève. Puis après, on va descendre à 4 traces de fongicides pour le pinot noir Salconon, version 2018. Et puis, dans les rayons de chez Aldi, vous avez trouvé des bouteilles avec 3 types de pesticides. 3 types de fongicides pour le chardonnay Plantonnerre 2018 et aussi le garamais Garanoir, cave de Bellecour de 2019 cette fois. Toujours en Suisse romande, 3 bouteilles avec 2 pesticides chacune. Exact, c'est le Roman, une dôle de la cave Orsa, trouvée chez Denner, les Confidences de la cave de Genève, achetée chez Manor à 9,95, et le Côte à Côte, un rosé de la cave de la Côte, 12,50 francs à la cope. Et puis, on a encore toute une série de vins dans lesquels il n'y a qu'une seule molécule.
Une seule petite molécule d'un fongicide pour le rosé de Salvagnat 2020 de la COP. La même chose pour le chasselas feuille d'or de la cave de Genève, version 2019. Même année et même résultat pour le Haïda de la cave Saint-Léonard. Et un fongicide encore pour ce fendant du Valais, le moins cher du lot à 5 francs chez Denner, alors que le plus cher de notre lot, à 15,95, a aussi un fongicide. Il s'agit d'une petite arvine Bibacus. Voilà. Et pour terminer, 2 vins sans le moindre produit chimique. Oui, et ces deux vins-là sont un chasselas vaudois d'épaisse, lys d'or 2020 de chez Ledray, et un pinot noir neuchâtelois, œil de perdrix de la cave des Coteaux. Ouais, donc ça existe même en viticulture traditionnelle. Des réactions du côté des distributeurs de ces vins? Alors du côté des distributeurs et des caves, on nous indique qu'on est très en dessous des valeurs limites et que tous ces boissons sont conformes. Ouais, et pourtant, la question de valeur limite, la notion de norme dans ce domaine, c'est pas très clair. On va en parler dans quelques instants. Merci beaucoup Stéphane, vous revenez tout à l'heure. Notre invité, c'est vous, Patrick Eder. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chimiste cantonal genevois. Merci de nous avoir rejoints. Alors, on vient de l'entendre, les distributeurs affirment que leurs produits respectent les valeurs limites, mais est-ce qu'il y a vraiment des normes en Suisse pour les pesticides dans les bouteilles de vin? Alors ça, c'est un vrai problème. C'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de normes vin. C'est un peu technique, on a des normes sur les raisins, sur la matière première en fait, sur les raisins de cuve. Et ça pose quelques problèmes pour les entreprises, soit qui importent du vin, soit qui achètent, on va dire, du vin déjà pour l'assembler, parce qu'eux-mêmes ont des difficultés à faire leur propre contrôle. Donc leur devoir d'autocontrôle est difficilement atteignable. Et puis c'est compliqué aussi pour nous, autorités d'exécution, parce qu'on n'a pas de valeur très très claire. On doit appliquer une sorte de facteur de transformation qui n'est pas fixé réellement dans la législation. Donc tout ça met de l'incertitude un peu sur les mesures. On revient maintenant vraiment au résultat de notre test. Par rapport à la grande enquête que vous aviez effectuée en 2017, qu'est-ce que ça montre? Alors, les résultats, malgré qu'il y ait un faible échantillonnage, sont tout à fait similaires. On constate les mêmes choses, c'est-à-dire à savoir que tous les vins de votre test respectent les valeurs légales, les respectent même largement parce qu'on trouve en fait de très faibles teneurs en résidus. Si on compare aux fruits et légumes, on est quand même souvent un facteur 10 en dessous, par exemple. Et puis une constatation aussi, c'est qu'on n'a quasiment plus d'insecticides, on n'en trouve pas dans votre test, on n'a que des antifongiques, donc on lutte contre les moisissures, mais ça c'est un vrai progrès. Et puis ce qu'on constate, c'est que la grande majorité des producteurs vont bien au-dessous en fait, de ce qu'on exigerait de la législation, puisqu'ils sont sur un socle très très bas. On a quelques producteurs qui sont encore au-dessus, même s'ils respectent les normes, mais on voit qu'il y a un potentiel d'amélioration qui est toujours existant pour qu'on puisse être vraiment le plus bas possible. À l'époque, vous aviez trouvé jusqu'à 12 molécules dans une seule bouteille. Là, maximum 6. C'est un signe d'amélioration? C'est difficile de répondre sur un petit nombre comme cela. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un grand travail qui est fait pour diminuer les traitements. Et peut-être que c'est déjà un premier signal. Il y a tout un plan national de réduction des risques sur les pesticides. Peut-être que ça porte déjà quelques fruits. Après, le nombre de pesticides qu'on trouve par bouteille dépend de beaucoup de facteurs. Il dépend finalement du nombre de traitements, mais il dépend aussi si on a fait des mélanges de vin. Et la législation permet de faire des mélanges de vin. Donc chaque fois, vous allez avoir un vin qui peut venir d'un endroit différent. Donc voilà, c'est très difficile de tirer des grandes conclusions, en tout cas sur le test. D'un mot encore, la question fondamentale, si on a une consommation normale de vin, est-ce que ces pesticides représentent un danger pour la santé? Non, alors en tout cas pas par rapport à la consommation d'une bouteille de vin. Là, vraiment, on est dans des valeurs très très faibles. La grande problématique des pesticides, c'est toujours l'exposition globale de la population à toutes les substances qu'on peut retrouver dans quasiment toutes les denrées alimentaires. Donc ça peut représenter un problème. Et puis, dans ce qui concerne le vin, il faut prendre en compte aussi des autres facteurs que ceux du risque alimentaire, mais c'est les risques environnementaux, c'est les risques pour l'eau potable également. Merci beaucoup Patrick Eder, on vous souhaite une très belle soirée. Et vous trouvez le détail de ces résultats sur notre site abe.ch. Ça concerne les pesticides qui finissent dans le vin. Mais ces molécules se déposent aussi dans les sols, dans des proportions encore méconnues. Une équipe de la Haute École de Changin tente de mesurer l'impact des traitements de la vigne sur la terre qui se trouve à ses pieds. Les conséquences des différents traitements de la vigne sur le sol suscitent encore beaucoup d'inconnus. Une recherche vient juste d'être lancée à la HES de Changin.
En viticulture, on utilise des produits de synthèse, on utilise aussi d'autres types de produits comme des biopesticides. Et ce qui est très important, c'est de connaître l'impact de ces produits sur le sol, sur les micro-organismes de sol. Et jusqu'à relativement récemment, on avait très peu d'informations par rapport aux impacts de ces produits sur les micro-organismes du sol, parce qu'on n'avait pas d'outils qui permettaient vraiment d'analyser toute la diversité de ces micro-organismes. Cette étude fait partie d'un vaste projet de l'Office fédéral de l'environnement. Car ce qui est sous les pieds des viticulteurs n'est pas composé que de terre et de pierre. Le sol de nos régions viticoles, que l'on nomme souvent simplement terroir, est beaucoup plus complexe que ce que l'on imagine. Le sol en général, que ce soit n'importe quel sol à travers le monde, c'est un milieu extrêmement complexe. Donc c'est fait d'agrégats qui s'agrègent ensemble, il y a de la porosité, donc il y a de l'air, il y a de l'eau qui passe, il y a une foisonnante diversité d'organismes qui y vivent, du plus petit, donc des bactéries qui sont vraiment les plus petits, jusque les vers de terre et puis encore plus grands, les mulots, etc. Bon, donc il y a une foisonnante diversité qui y vivent, et donc ça rend cet environnement très complexe à étudier. Cette analyse des conséquences sur le microbiote du sol des divers produits chimiques autorisés dans la viticulture a un but bien précis. Alors nous, au niveau de la recherche, ce qu'on va pouvoir fournir comme résultat, c'est soit il y a un effet négatif sur la biodiversité, soit il n'y a pas d'effet. Mais en tout cas, ça va donner en fait des clés d'interprétation, en tout cas pour le législateur, pour lui de son côté évaluer si les produits sont potentiellement toxiques ou pas. Et puis ce sera à eux de légiférer et décider si le produit reste sur le marché en tout cas. Les premiers résultats de cette étude sont attendus pour fin 2022, une nouvelle méthode de plus au service du législateur pour mieux gérer la liste des produits autorisés dans le monde du vin. Résultat que l'on guettera avec attention l'année prochaine. Le Divico, ça vous dit quelque chose? Non. Eh bien, ce nouveau cépage est peut-être l'une des pistes les plus prometteuses dans la réduction des pesticides. Il est moins connu que le pinot ou le merlot, mais il est nettement plus résistant face aux champignons et les vignerons se l'arrachent. Puyi, Agroscope, Centre fédéral de recherche en viticulture. Une référence mondiale pour les cépages résistants. Ici, depuis des dizaines d'années, on fait évoluer la vigne en croisant des cépages. Mais la recherche pour développer des cépages créés dans le seul but de diminuer les produits phytosanitaires ne commencera vraiment que dans les années 90. L'objectif est aussi, dans ces nouvelles variétés, d'introduire plusieurs gènes de résistance à ces maladies, tant pour l'oïdium que pour le mildiou. Pour l'oïdium, en l'occurrence, ces cépages présentent une résistance absolue. Donc, c'est-à-dire qu'on ne verra pas du tout le cryptogame se développer. Et pour le mildiou, il présente des résistances extrêmement élevées aussi. Ici, vous voyez, il n'y a pas du tout de symptômes d'attaque fongique. Pour créer un nouveau cépage dit résistant, il faut de multiples croisements. Ici, pas de manipulation OGM. On travaille de manière traditionnelle. C'est de la génétique tout à fait classique, des croisements, de l'hybridation, c'est-à-dire qu'on a papa, maman qui ont des enfants. Donc notre tâche, c'est de faire se rencontrer ce qui ne serait pas rencontré manifestement dans la nature ou difficilement. C'est des espèces justement qui peuvent être extrêmement éloignées les unes des autres. Notre but étant de cumuler justement les gènes de résistance des lignées qu'on va choisir. Et puis ensuite, ceux qui ont été retenus par rapport à la présence de ces gènes de résistance, on va les tester en conditions de plein champ. On va produire du bois, on va les greffer, on va en faire des petites parcelles de 5 souches, comme dans la parcelle où nous nous trouvons maintenant, ou en faire des observations depuis l'entrée en production. C'est-à-dire qu'il faudra attendre 3-4 ans, la vigne étant une plante pérenne. Obtenir un cépage avec du raisin résistant aux maladies, c'est bien. Mais encore faut-il qu'il produise du bon vin. Et là, on recommence un autre type de sélection via de multiples micro-vinifications.
sélectionner des variétés résistantes qui n'ont pas d'aptitude intéressante au niveau qualitatif, c'est un peu un exercice sans but et sans objectif. Surtout que le vin, c'est pas une denrée alimentaire absolument indispensable à la survie de l'espèce humaine. C'est vraiment le plaisir qu'on a de déguster un bon verre de vin qui va nous faire que cette production va perdurer. Au domaine du château du Cray, à 2 pas de Jussy, dans la campagne genevoise, on y croit aux cépages résistants. Je l'adore. C'est incroyable, malgré l'été était humide, pas facile pour la viticulture, mais il y a déjà du sucre. C'est vraiment un vrai plaisir à manger. Puis c'est vrai, quand le raisin est bon à manger, ça veut dire qu'on va aussi faire du bon vin avec. Donc, résistant. Oui, parce que l'année était vraiment extrêmement compliquée. On le voit en viticulture conventionnelle ou bio. C'était extrêmement compliqué. Et puis regardez ce feuillage, c'est un vrai plaisir à voir. Ça tient même dans une situation assez compliquée comme 2021. Le premier cépage résistant planté en 2015 sous les fenêtres du château se nomme le Divico. Un rouge bien charpenté, dernier né de la recherche fédérale. Planter de nouveaux cépages est un gros investissement, donc un risque économique. Première bouteille qu'on a fait avec du Divico, c'était du 2019. Et puis, c'est vrai, c'était vraiment un test. On n'avait aucune idée comment le consommateur allait réagir vis-à-vis de ce cépage. Mais il y a une clientèle aujourd'hui qui adore ce vin et puis l'achète avec un immense plaisir. Une première expérience réussie avec un autre potentiel parfois surprenant. C'est intéressant, on va dans une deuxième parcelle de Divico. Et puis, on va à droite. Et puis, comme cette vigne est entourée des maisons, on a dit, ça c'est vraiment un endroit où il faut absolument planter des vignes, où on n'a pas besoin de traiter. Pas ou peu de traitement, une énorme différence. En viticulture, production intégrée, il faut compter 7 à 8 traitements. Et puis si je veux utiliser que des produits bio, dits soufre, cuivre, à ce moment-là, on est plutôt à 14-15 traitements. Beaucoup de vignerons indépendants aimeraient passer à ces nouveaux cépages, mais changer une vigne est un gros investissement. Plus de 100 000 francs par hectare. Alors oui, on en a déjà remultiplié cette année. Ils sont ici en pépinière et ils sont prêts à la vente. Ils sont déjà, on peut dire, réservés par les vignerons les plus pointus qui veulent absolument cépage. Ici, 10 à 15 000 plants de vignes résistants sont prêts pour être plantés l'année prochaine. Du Divico, bien sûr, mais aussi son cousin en blanc, le Divona. De quoi à peine replanter quelques hectares. Ils sont tous réservés, on peut dire. Les Divico, Divona, ils sont tous réservés pour l'année prochaine, on peut dire. On a beaucoup de demandes là-dessus pour des vignerons. Alors, ça a beaucoup changé dans le cours de ces derniers mois. Quand on a vu les problèmes qu'on a eu cette année de mildiou dans les vignes, il y a des vignerons qui se sont réveillés puis ils ont dit « Oh, il faut faire 10, 12, 15 traitements. » On voit le Divico, Divona, un traitement, c'est tout, ça suffit. Alors, il y a une porte qui est large ouverte pour ces cépages-là aujourd'hui. Pourtant, les pépiniéristes viticoles n'ont pas de réserve, car impossible de tout miser sur ces cépages résistants. Pour eux aussi, c'est un risque économique. Le problème qu'on a en pépinière, c'est qu'on travaille, comme ici, pour dire en 2021, 5% de commandes au moment du greffage. C'est rien du tout. Donc, il faut avoir un nez assez long, beaucoup de pifomètres, il faut sentir les marchés, savoir quel sera le marché de l'année suivante, hein, puisqu'on travaille une année et demie à l'avance. C'est pas toujours facile. 15 ans pour la recherche et encore des années de transition chez les pépiniéristes avant de pouvoir remplacer d'anciens cépages par des résistants. Beaucoup de vignerons trouvent ces processus trop lents. Ils sont nombreux à attendre avec impatience simplement des plants pour pouvoir les mettre en terre. Prenez le Divona.
Le Divonnin, cépage, ma foi, je le goûtais peut-être déjà 5 ans en arrière. Moi, c'est un cépage qui me plaît, mais on n'est pas encore libre de le planter. Moi, je regrette, ça dure si longtemps. Mais là, je crois quand même nos instances politiques doivent mettre la deuxième vitesse. Augmenter l'argent pour la recherche, et puis quand on a du succès dans la recherche, hop, on va tout droit, on homologue, même si c'est pour le moment que provisoire, mais il faut aller, parce que si on veut terminer un jour, il faut commencer maintenant, pas dans 10 ans, aujourd'hui. Avec 66 hectares de cépages résistants plantés, il faudra encore du temps au vu des 14 000 hectares de vignes que compte notre pays pour voir une diminution massive des produits phytosanitaires utilisés dans la vigne. Il y a donc la recherche sur le raisin et puis il y a la recherche sous le raisin. Au niveau du cavaillon, les scientifiques étudient des alternatives aux herbicides. Retour à Changin, à l'école d'ingénieurs en viticulture. Ici, on cherche, on teste toutes sortes de techniques culturales. La mécanisation revient en force dans le monde de la vigne. Une pratique qui avait presque totalement disparu depuis la fin des années 60 et l'avènement des herbicides de synthèse. Ça sert à travailler les sols sous le cavaillon, sous le rang. Donc ça nous permet de maintenir un cavaillon qui soit propre et sain dans les parcelles qui sont mécanisables. C'est une alternative aux herbicides que tout le monde connaît, c'est le glyphosate, donc les herbicides totaux, donc qui permettent d'éliminer toutes les adventices qui peuvent se trouver sous le cavaillon. Ça prend plus de temps, les plages de travail seront plus serrées, c'est-à-dire qu'en fonction des intempéries, s'il pleut beaucoup, vous pourrez moins rentrer ou vous ferez du moins bon travail. Ça demandera un effort en plus pour le vigneron qui veut passer en bio ou juste travailler sous le cavaillon avec ces outils-là, c'est certain. Une étude de la Haute École menée en 2018 a pu démontrer que ce type de mécanisation pour se passer d'herbicides chimiques n'augmenterait le prix d'une bouteille que de 5 à 30 centimes. Mais cette technique a quand même des limites. Il y a des limites à ces outils, donc aux disques et puis aux étoiles notamment, où vous avez des plantes très abruptes, où le vignoble est peu mécanisable ou non mécanisable, comme vous pouvez trouver des parcelles dans le Lavaux ou dans le Valais, qui ont des plantes vraiment abruptes et où là vous avez des problèmes d'érosion si vous travaillez sous votre rang, et également des problèmes de mécanisation toute simple où vous ne pouvez pas rentrer avec des tracteurs dans ces parcelles. Pour trouver des alternatives aux herbicides dans ce type de topographie, la Haute École étudie depuis quelques années une solution beaucoup plus naturelle. Des dizaines de plantes indigènes ont été sélectionnées pour voir lesquelles pourraient devenir de véritables auxiliaires de la vigne, principalement au niveau du cavaillon. On a déjà des plantes qui sont très intéressantes. Alors celle-là, ce n'est pas une nouveauté dans le monde de la viticulture, c'est le brome d'étoile. C'est une plante qui va pousser spontanément dans le vignoble valaisan principalement. Cette plante, elle va faire de l'ombre aux autres plantes, elle va produire de la matière organique et puis améliorer l'habitat, on va dire, de la vigne. Et puis elle va produire des molécules allélopathiques. C'est des molécules qui vont avoir un effet d'inhibition envers les autres plantes, notamment les plantes indésirables. Donc cette plante, on va l'utiliser pour avoir un maximum d'avantages et puis limiter les inconvénients, tout ça sans avoir recours à des travaux du sol ou à des herbages chimiques. Pour l'instant, on tâtonne. Et puis, beaucoup de vignerons essayent de passer une petite partie de leur vignoble avec ce genre d'essai. Je vais être optimiste, je vais dire que d'ici 5 ans, on aura déjà un petit peu de recul là-dessus. D'ici 10 ans, ça pourra être démocratisé. Je croise les doigts. La branche qui cherche donc des solutions pour limiter les produits phytosanitaires, mais qui, aujourd'hui, on consomme encore des quantités substantielles. Bonsoir Véronique Besson-Rouvinet. Bonsoir. Alors, vous êtes avec nous depuis les vignes, au-dessus de Sion. Vous m'avez dit qu'il y avait à peu près 10% des vignes valaisannes. Pour vous, une viticulture sans produits phytosanitaires de synthèse, est-ce que c'est souhaitable et est-ce que c'est possible ? Alors, souhaitable, bien entendu. Possible, non. La vigne, comme toute culture intensive, est sujette à des maladies et a besoin d'être soignée. Par contre, il y a plusieurs stratégies.
Vous pouvez appliquer la stratégie qui est plutôt bio, c'est-à-dire qu'on va traiter avec des produits phytosanitaires qui vont prévenir les maladies, qui vont renforcer les défenses immunitaires de la plante. Ou alors, vous pouvez utiliser des produits curatifs. Donc là, ça veut dire qu'on soigne la vigne du moment que les maladies commencent à se déclarer. Alors avant de parler du détail peut-être des traitements, en Valais, la viticulture repose largement sur des producteurs privés. Est-ce que pour ces viticulteurs amateurs, se passer des pesticides, c'est possible ? C'est extrêmement difficile. Le problème du viticulteur non professionnel, c'est que la semaine, il travaille quelque part en dehors de l'agriculture. Et en bio, on doit parfois traiter à un moment précis. On ne peut pas attendre le lendemain. Donc pour ces gens-là, c'est très compliqué. Ça demande aussi beaucoup plus d'observation des vignes. Et ben voilà, ces gens ne sont pas en continu dans la nature. Alors, la famille Rouvinet, votre famille a passé la moitié de son domaine en bio. Plus, ce serait illusoire ? Non, on va arriver à plus, mais on doit mécaniser, on doit construire des rampes d'accès dans les murs. On a beaucoup de vignobles en terrasse, des pentes assez raides, des parcelles qui ne sont pas accessibles. Donc ça prend encore quelques années pour réussir à faire encore plus de bio. Par contre, la totalité, là, c'est illusoire, oui. Et alors pour le reste, pour la partie que vous ne pourrez pas convertir au bio, est-ce que c'est le statu quo ou est-ce que là, vous envisagez aussi des mesures de réduction ? Alors, disons que pour nos vignes propres de la famille, on a maintenant l'intégralité des traitements feuilles et grappes avec des produits bio. La seule substance qui n'est pas permise en bio qu'on utilise, c'est l'herbicide. Du moment qu'on ne peut pas mécaniser, qu'on ne peut pas rentrer dans les vignes avec des machines, on est obligé de désherber soit avec de l'herbicide, soit d'arracher les herbes à la main. Mais pour cette dernière solution, on ne trouve pas la main-d'œuvre nécessaire. Ça fait beaucoup trop d'heures à l'hectare. La Confédération a fait une liste des produits qui présentent un potentiel de risque particulier. Est-ce que là, vous essayez de réduire le recours à ces substances précises ? Alors oui, tout à fait. On encave la vendange d'environ 1200 vignerons et depuis cette année, nous avons souhaité bannir la majorité de ces produits. Mais ce n'est pas si simple, ni pour nous, pour nos vignerons, parce qu'il s'agit de produits qui ne sont pas interdits, qui sont efficaces, qui sont largement utilisés et qui ne laissent pas nécessairement des traces dans les vins. Donc, en bannissant ces produits, on doit trouver le juste milieu entre la protection de la santé du consommateur, mais également du vigneron, de ses voisins, de la biodiversité, de l'environnement, des poissons, etc., tout en garantissant un revenu aux vignerons. Merci beaucoup Véronique Besson-Rouvinet de nous avoir parlé des défis qui attendent les viticulteurs en matière de pesticides. On vous souhaite bonne soirée et bonne chance pour la fin des vendanges. Merci à vous. Et Stéphane, on vous retrouve. Oui. Alors, on vient de parler du bio. Derrière vous, 20 bouteilles toutes labellisées bio. Exact. Et une question, sont-elles réellement exemptes de pesticides de synthèse ? Oui, alors d'abord, il faut savoir que c'est uniquement du vin rouge qu'on a pris, du vin suisse, du vin italien, espagnol, français, et puis 2 vins d'outre-Atlantique. Eh bien non, rien de rien, on n'a rien trouvé, pas le moindre milligramme de pesticides là-dedans. Vous retrouverez la liste sur Internet. Merci beaucoup Stéphane pour ces nouvelles plutôt rassurantes. Aujourd'hui, le bio, c'est 13% du vignoble suisse, un taux en augmentation, mais ça a été évoqué tout à l'heure, pour certains, la conversion n'est pas une option. On regarde en détail ce que le passage au bio implique en viticulture avec 2 témoignages, un pour, un contre. Chara, à 2 pas de Martigny, sur la rive gauche du Rhône. Beaucoup de vignes, mais aussi beaucoup de vent. Sur ce terroir, allons à la rencontre de Clément Gué, jeune vigneron qui travaille de manière traditionnelle. Il n'a pas voulu ou pas pu passer à la culture biologique. Il cultive 12 hectares de vignes. Retrouvons même coteau, même terroir, un producteur bio convaincu. Reto Müller, qui, en dehors de ses multiples activités, cultive et vinifie un peu plus d'1,5 hectare. Mais faire du vin bio n'est pas sans conséquences. Oui, au début, il faut des investissements, ça coûte plus cher, il faut se former peut-être bien aussi. Mais je pense que ça dépend les surfaces.
À mes connaissances, si quelqu'un est bien mécanisé, 20 ou 40 hectares, c'est à peu près la même chose finalement. Ça va s'équilibrer. Mais il y a des investissements de base, certaines machines qu'il faut faire. Après, il y a un petit peu plus de travail pour ci, mais un petit peu moins de travail pour ça, et ça va s'équilibrer. Mais il faut être mécanisable. Il y a quand même une partie économique qui bloque, parce qu'actuellement, le revenu des vendanges est très juste. On a juste à couvrir les frais. Donc, passer en bio, ça demande un investissement au niveau machine, au niveau temps aussi sur les vignes. Et là, ça limite passablement le fait qu'au niveau des revenus, on est juste. Autre obstacle à une viticulture entièrement biologique, la topographie si particulière de beaucoup de parcelles valaisannes. Le bio, c'est possible, bien, mais il faut pouvoir mécaniser. Et quand on a des talus, quand on a des accès difficiles, qu'on s'arrête, c'est très difficile. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des parcelles au Valais qu'il faudrait arrêter de faire de la vigne, parce que ça ne sera jamais rentable. Et il faudrait planter des autres cultures, comme des figuiers ou autres. Il y a un tiers en Valais qui est très difficile pour exploiter en bio. Problème, chaque vigneron de ce canton ou presque possède une ou plusieurs parcelles de ce type. Donc passer au bio avec son règlement très rigide devient un choix cornélien. Actuellement, le label, c'est ou tout ou rien. Donc c'est ou tout l'exploitation ou rien du tout. On ne peut pas faire du bio sectoriel, donc ça veut dire avoir quelques parcelles en bio et quelques parcelles traditionnelles. Donc on n'a pas le choix, c'est ou tout le domaine ou rien. Je pense à un frein parce que je pourrais me dire voilà, je fais quelques parcelles en bio pour déjà aussi prendre l'expérience, parce que ça demande encore aussi de l'expérience. Chaque domaine aussi passe en bio, chaque fois je discute avec ceux qui sont en reconversion. Chacun a un peu une autre réalité par rapport au terrain, par rapport au cépage, par rapport à ce qu'ils veulent aussi de la vigne. Et là, ça serait bien de dire, voilà, on passe un tiers par exemple en bio pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Mais le principal frein au développement du bio ici, c'est le prix du marché. Clément Gay, comme beaucoup de vignerons dans cette région, livre 80% de son raisin directement auprès des grandes caves. Avec un prix du raisin en chute libre, difficile de faire en plus le pari d'un raisin biologique en vrac. Alors il faut trouver la cave qui fait du bio pour pouvoir valoriser sa vendange. Mais les grandes caves, actuellement en tout cas, elles prennent pas nécessairement du bio. Elles sont pas ce créneau en bio. Mais il y a des grandes caves qui sont en train de mettre en place, mais c'est pas encore le cas. Malgré toutes ces difficultés, la surface de vignes cultivées en bio double chaque année depuis 2 ou 3 ans. Mais avec de grandes disparités cantonales. En Suisse romande, 2 groupes se distinguent très nettement. La région des Trois-Lacs avec une surface de culture bio de 38,5% et le vignoble genevois avec 18,5%. Un vignoble facilement mécanisable explique peut-être de tels pourcentages. Pour Vaud et Valais, les 2 cantons les plus viticoles de Suisse, la topographie et la partie importante de production en vrac seraient sûrement un des éléments pour expliquer ces chiffres si bas. La concurrence des vins étrangers tirant les prix plutôt vers le bas, le vin suisse est en grande difficulté depuis quelque temps. Pas facile de répercuter les surcoûts d'une viticulture biologique. Si on prend 20%, c'est 20% que devrait être payé plus le kilo de raisin bio, on est à 1 franc environ, ou les spécialités, maximum 2 francs la différence. Alors c'est exactement maximum 2 francs la bouteille plus chère. Maximum. Donc, aux consommateurs cette fois, s'ils désirent des vins garantis sans trace de pesticides, de faire un choix économique et pas seulement philosophique. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir, sans oublier bien sûr qu'avec ou sans produits chimiques, l'alcool reste à consommer avec modération. Bonsoir Viviane Gabriel. Bonsoir. Alors ce soir, pas de caddie, pas de panier. Votre téléphone. Exactement, il va nous servir pour une petite expérience qui concerne les urgences pédiatriques. Alors c'est la hantise de tout parent, un enfant qui tombe malade, encore pire quand il tombe malade la nuit
ou le week-end, en dehors des heures d'ouverture du pédiatre. Alors, pour répondre à ce besoin, le canton de Fribourg a mis en place en 2016 un numéro d'urgence pédiatrique, la Kids Hotline. C'est le 0900 268 001, un numéro qui est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À l'autre bout du fil, c'est la société Medi24 qui donne les conseils médicaux pour le prix de 2,99 francs la minute, mais au maximum 29,90 francs par appel. Ce numéro a été mis en place pour décharger le service des urgences pédiatriques. Les appels qui ne sont pas pris en charge par l'assurance de base. Est-ce que ça marche bien? Mais vous pouvez essayer, hein. J'ai préenregistré le numéro. Je vous laisse composer. Pas accéder à ce numéro à partir de ce téléphone. Der Zugriff auf die gewählte Nummer ist von diesem Telefon. Réponse: non, ça marche pas. Non, ça ne marche pas pour une bonne raison, c'est que ce numéro n'est pas atteignable depuis un appareil professionnel, qu'il soit fixe ou portable. Mais bon, aujourd'hui, certains parents n'ont plus qu'un appareil fourni par leur employeur. Ça veut dire que ce numéro d'urgence pédiatrique n'est pas accessible pour tout le monde. Que répond l'hôpital? Alors qu'il prend les inquiétudes des parents très au sérieux, mais en même temps, d'un point de vue légal, il n'est pas tenu d'assurer une permanence téléphonique. Pour la Fédération suisse des patients, cette situation n'est pas satisfaisante. Alors effectivement, il n'y a pas d'obligation légale. Maintenant, pour nous, la question, c'est d'une part de pouvoir offrir aux parents un conseil quand ils ont une insécurité liée à l'état de santé de leur enfant et dans ce sens-là, d'éviter aussi un recours aux urgences alors que ça ne serait pas forcément nécessaire. Donc on regrette vivement le fait que ça soit effectivement inatteignable pour certaines personnes. Quels sont les retours que vous avez eus jusqu'à présent sur le fonctionnement de cette ligne téléphonique ? C'est pas toujours un système qui est très satisfaisant. Très souvent, les services de télémédecine réorientent finalement vers les urgences pour éviter de prendre un risque pour eux-mêmes en fait. Alors c'est quoi l'alternative pour ces parents qui n'ont plus qu'un seul téléphone, qui est un téléphone professionnel ? Dans le cas concret, ils doivent se rendre aux urgences s'il y a un doute, ce qui n'est pas forcément optimal. Nous, on souhaiterait au contraire que le service de garde pédiatrique puisse être développé et puis pallier à la pénurie de pédiatres qui est assez conséquente dans le canton de Fribourg. Viviane, est-ce que d'autres cantons connaissent le même système? Oui, le Valais. Et là, aux personnes qui ont un téléphone professionnel, les autorités conseillent d'utiliser un autre appareil. Voilà. C'est le même conseil du côté de Medi24 qui estime que globalement, ça doit concerner peu de monde. Juste pour comprendre quand même, pourquoi est-ce que c'est pas possible d'appeler un 0900 avec un appareil professionnel? En fait, c'est lié à une décision de justice. Les 0900 sont généralement bloqués depuis l'été 2020 pour tous les gros clients professionnels, toutes les grosses entreprises. Merci beaucoup Viviane, vous nous tiendrez informés si ça devait changer. Très bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée.